Bien, bonjour à toutes et à tous. On avance dans l'après-midi. Ce qui me paraît important de se rappeler, c'est que nous sommes ici aussi pour les 20 ans de Vires, c'est-à-dire que c'est l'anniversaire d'une fondation. Alors je dis ça pourquoi? Je dis ça parce qu'il me semble aussi important qu'on continue à entendre, notamment Denis Chatelain en tant que porte-parole, c'est-à-dire d'entendre le témoignage de cette expérience de 20 ans, c'est-à-dire de mettre la pratique vraiment au cœur de nos préoccupations. Alors, à la fois en introduction, je pensais, mais aussi peut-être en conclusion, donc voir comment on va s'en arranger tout à l'heure. Bon, ça me paraît... Ça, c'est une récidive. Oui, c'est-à-dire que vous voyez, c'est quand même étonnant, effectivement, cette disparition du programme. Donc là, je vous laisse réinterpréter. Tout à l'heure, il a été question de modestie. Je ne sais pas trop comment interpréter, donc je vous laisse faire. En tout cas, ça me paraît absolument important qu'on entende cette expérience. Alors, effectivement, nourrie aussi de l'apport d'André Servaldini, bien entendu. Peut-être pour faire un écho assez direct à l'introduction qu'a proposé Denis tout à l'heure, Denis Chatelain, il vous a proposé une introduction avec Nicolas Bouvier. Parce que finalement, vous voyez, les poètes disent les choses parfois beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement que de grands discours scientifiques. Et en l'écoutant, je ne connaissais pas pourtant j'ai bien lu Comment va l'écriture ce matin, mais je n'avais pas repéré cette petite phrase, mais ça m'en a mis une autre en tête, donc je vous la livre, et je la livre à Vires, ce sera mon cadeau d'anniversaire. Elle est d'Edmond Jabès, et Edmond Jabès a aussi un titre magnifique, c'est quoi, l'étranger avec sous le bras un livre de petit format. Ça, c'est le titre. Et la citation dit ceci, elle dit « L'étranger te permet d'être toi-même en faisant de toi un étranger ». Bon, finalement, je pourrais m'arrêter là pour mon intervention. Alors, comme il va quand même falloir mettre un peu de sauce, je vais essayer. Donc, vous avez vu le titre, effectivement, donc inflation sécuritaire, travail du lien. Alors, je vais essentiellement parler du travail du lien. J'ai bien sûr oublié de démarrer mon chronomètre, donc je compte sur... parce qu'on va réduire, hein, et puis... alors, donc le titre, effectivement, je vais plus mettre l'accent sur la question du travail du lien, qui me paraît être très en difficulté du fait des mouvements sociétaux dans lesquels nous sommes pris. Et je crois qu'effectivement, la transition est magnifique, c'est-à-dire que vous ne pouviez pas mieux tomber que d'apprendre ce matin qu'effectivement, on est encore en train d'en prendre sur la tête dans l'ordre de l'écrasement de nos marges de manœuvre et donc de notre capacité à penser, et à penser dans une certaine intimité, hein, puisque c'était quand même de ça dont nous parlait aussi André Servaldini, c'est-à-dire de comment il y a de l'intimité partagée, une suffisante porosité entre les partenaires, oui, mais quand même à condition que tout ne soit pas transparent. Donc je vais vous dire un mot de la transparence. Voilà, et donc d'insister sur cette nécessité dans laquelle nous sommes au niveau de nos équipes, et donc entre les équipes, comme ça a été souligné, de fabriquer du lien. Et donc, je vais aussi essayer de penser avec vous autour de l'indispensable construction du lien entre les professionnels au sein des équipes, et de la corrélation entre cette construction et la capacité de se prêter aux usagers. Alors, vous les appelez différemment, hein. On les appelle les patients, on les appelle tout à l'heure, votre expression, M. Servaldini, c'était, je l'ai trouvé intéressante. Probationnaire patient. Oui, c'est des probationnaires, voilà. Probationnaires patients, voilà. Donc, selon l'endroit où nous travaillons, bien entendu, on les nomme différemment. Et on a, dans nos institutions, choisi de travailler avec un symptôme particulier. Vous voyez qu'en principe, la dénomination dit quelque chose du symptôme avec lequel on travaille. Je vais aussi essayer de souligner la capacité il faut quoi? Il faut l'éloigner un peu, d'accord. La capacité que nous allons devoir développer dans ces pratiques-là d'être encombrés. Et là aussi, je crois que Denis Chatelain a bien dit les choses ce matin, c'est-à-dire comment, dans nos positions, on va être englué, on va être réfracté, on va être confusionné. Et bien sûr, quand on parle un certain langage dans certaines tribus, on peut appeler ça le transfert,
Et vous voyez que quelle que soit la manière dont on le nomme, on dit bien ce qui se noue dans la relation et ce qui nous affecte. Je vais aussi essayer de voir avec vous comment il va falloir, pour faire lien et travailler autour du lien dans les équipes, accepter de s'encombrer les uns les autres. Ça fait un peu biblique comme ça, s'encombrer les uns les autres. Mais je crois que fondamentalement, dans le travail du groupe, il y a de ça, c'est-à-dire à la fois permettre que chacun des participants dans une équipe transfère le transfert, c'est-à-dire qu'on déplace ces charges d'affect qui restent insues pour une large part et qui sont d'autant plus enrichissantes qu'elles sont insues. Alors, je vais essayer de montrer, ou peut-être plus modestement, de rappeler comment les transformations sociales actuelles, elles mettent en chauffe la dynamique sécuritaire, bon, ça vient d'être souligné, et du coup, elles amplifient la déliaison qui est inhérente à la tâche primaire. Vous voyez, c'est-à-dire que ce sont... donc ça a été dit, là aussi, je réenfonce et je vais redire quelques évidences, mais les usagers avec lesquels nous intervenons, ils viennent scénariser sur la scène institutionnelle comme une opportunité de transformation. André Ciavallini a dit, oui, un acte, c'est une demande, mais c'est une demande scénarisée sur la scène sociale, c'est une demande qui utilise le contexte social, qui utilise le contexte relationnel pour se mettre en scène. Et donc à Vires, bien entendu, il en va de même, puisque Vires a très tôt intéressé à ces problématiques de violence qui se jouent sur le mode du passage à l'acte, et un passage à l'acte essentiellement intrafamilial. Et vous voyez que c'est ça que j'appelle la déliaison, c'est-à-dire ce qui vient effectivement attaquer le lien. Si ça délie, c'est que ça attaque le lien. Et en ce moment, nous sommes dans un contexte où le lien est attaqué de tous côtés, et donc on est dans une suspicion qui est en place, effectivement, qui est en passe de flamber, et c'est bien la base du contrat social, c'est-à-dire la base du contrat de confiance, qui est atteinte. Donc je peux mentionner d'ores et déjà cette hypothèse qui est largement partagée parmi nombre d'intervenants dans les institutions, mais je pense également par chacun d'entre vous dans vos équipes. Donc affirmer que nous soignons proportionnellement à notre capacité à faire groupe. C'était une hypothèse qui avait déjà été défendue par les Américains dans les années 50. Mais il n'empêche que ce sont des affirmations qu'il faut, régénérer, puisqu'elles ont tendance effectivement à passer à la trappe en permanence. Donc on soigne proportionnel à notre capacité à faire groupe, et bien sûr à faire groupe dans la différence. Bien sûr. Okay. C'est ma mémoire adjacente qui va, c'est compliqué. On fait groupe donc aussi, autre affirmation, là aussi qui va trouver écho avec ce qui a déjà précédemment été dit, on fait groupe à partir de nos limites et à partir du partage de nos limites. C'est bien à partir du point où chacun de nous, on se montre en difficulté. Et vous voyez que pour pouvoir se montrer en difficulté, encore faut-il que la confiance soit déjà établie. Oui, mais c'est parce qu'on va se montrer en difficulté que la confiance va s'établir. Vous voyez, il y a une espèce comme ça de récursion qui se met en place. C'est-à-dire qu'au moment où, dans une équipe, on va témoigner qu'on ne sait plus y faire, que face à un trait spécifique pour un patient, face à une modalité relationnelle spécifique, à cet endroit-là, on a besoin des collègues. Et de la même manière, effectivement, vous voyez ce qui a été dit à la fois par Denis Châtelain et par André Ciavallini de la coopération dans les réseaux. On peut décliner ça, effectivement. On va pouvoir s'articuler dans les réseaux à partir de la limite nommée de chacun dans ses compétences. D'ailleurs, vous l'avez, André Ciavallini, vous l'avez pointé comme étant à l'origine, d'ailleurs, du travail de coopération avec le juridique. Judiciaire, pardon. Autre affirmation comme ça, un peu caricaturale, qui est celle de on ne peut prendre des risques dans la rencontre avec les usagers et donc donner une chance à l'usager de réhumaniser les parts de lui-même qui sont restées, vous voyez, en souffrance d'adresse, qu'à hauteur de la confiance qu'on a pu établir dans le groupe professionnel. Je redis ce que je viens de dire précédemment. Donc il y a quelque chose de complètement corrélé entre la prise de risque, effectivement, et l'espace de repos
dans lequel chacun de nous, nous allons pouvoir nous mettre, repose dans le lien. Vous voyez que c'est ça qui est précieux dans les équipes, c'est ce moment où on a réussi à établir une confiance suffisante, où on va pouvoir se reposer dans le lien, c'est-à-dire prendre effectivement le risque de pouvoir dire à l'autre et bien sûr entrer en conflictualité et donc établir des différences sans perte de l'unité. Alors ça suppose bien sûr de mettre au centre de l'attention ce qui relève du registre de la négativité, ça a été dit, et vous voyez, c'est-à-dire ce qui n'en finit pas de produire du mortifère dans le cadre et dans le lien. C'est-à-dire que dans nos pratiques, ce qui est au centre, c'est le primat de la pulsion de mort, c'est le primat de Thanatos. Alors effectivement, vous voyez, on peut employer des concepts freudiens pour parler de ça, mais dans votre expérience, vous devez sûrement le nommer d'une autre manière, mais c'est bien ça qui constitue la matière première des institutions. Donc je vais peut-être rappeler aussi quelques éléments, quelques généralités relatives à l'institution. Je pense que ça nous remettra comme ça aussi en pensée. Et donc quelques généralités sur les transformations actuelles du lien social et des institutions. Rappelez simplement que les institutions, quelles qu'elles soient, ce sont des émergences sociétales qui assurent la structuration, qui assurent l'ordonnancement, qui assurent la pérennisation d'un groupe social. En ce sens, une institution, c'est la condition même de cette structuration. Et vous voyez que de ce fait, chacune de nos institutions, nous participons à la construction d'un arrière-fond. C'est ça la question de la sécurité demandée par le social à nos institutions. C'est-à-dire que nous encaissions, on va dire, la négativité, de manière à ce que le social puisse se reposer, c'est-à-dire construire un arrière-fond suffisamment tempéré, suffisamment protégé du chaos et de la barbarie. Vous voyez que l'arrière-fond, c'est ce qui permet qu'émerge une forme, c'est-à-dire qu'on puisse se mettre socialement à vivre ensemble de façon suffisamment tempérée. Donc la demande sociale, elle est simple, la demande qui est adressée aux institutions, c'est préservez-nous de l'angoisse. Donc nous sommes effectivement des lieux qui sont fondamentalement désignés par le corps social à cet endroit-là, et bien sûr, quand on est fondateur d'une institution, on se désigne comme étant en train de s'occuper d'une angoisse singulière qui n'avait pas été prise en compte avant, et je crois qu'effectivement c'est à cet endroit-là que la question des 20 ans est importante, de voir le chemin parcouru, c'est-à-dire de voir le déplacement de ces figures qui sont les figures, alors ça a été là aussi signalé tout à l'heure, qui sont les figures de l'horreur, c'est-à-dire vous voyez les figures sociales qui incarnent l'extrême avec lequel on ne pourrait plus composer, c'est-à-dire qui serait la barbarie, comme ça, étiquetée comme la figure du rejet, la figure de l'exclusion, la figure à exclure en tout cas. Ou dit d'une autre manière, on peut dire qu'une institution, les institutions, dans leur configuration, dans leur fonction, elles procèdent donc d'une double potentialité. Elles ont des effets instituants, le travail de Castoriadis notamment, par exemple. Et donc, ces institutions sont essentielles aux processus qui sont engagés dans la subjectivation. Là aussi, ça a été dit, la violence est proportionnelle à la capacité du sujet à intérioriser l'institution. C'était la question du surmoi tout à l'heure dans ce que disait Andrea Ciavaldini. Si on intègre le surmoi, vous voyez qu'on intègre de l'institution. Et dans le même temps, elles servent de dépôt, c'est-à-dire elles servent, vous voyez, de lieu où le social va mettre à l'abri tous les aspects qu'il méconnaît de sa propre constitution psychique. Alors, bon, il y avait un psychanalyste argentin qui appelait ça les aspects symbiotiques, on peut dire les aspects, les Kleiniens parlent d'aspects psychotiques, on peut parler d'aspects archaïques. En tout cas, vous voyez, ce qui, au niveau de la psyché, procède du temps de la préhistoire. La préhistoire, c'est ce temps, vous savez, où il y avait des grands dinosaures et où tout le monde mangeait tout le monde. Donc c'est un temps, effectivement, dont on a essayé de s'abstraire, mais c'est parfois pas très clair. Enfin, ça nous rattrape. Donc les institutions, elles sont bien au service de la méconnaissance, de la mise au négatif, et donc de la constitution d'un impensé. Donc des auteurs, alors là aussi c'est des auteurs très anciens, Blecher, c'est Bleger en français, c'est 66, Elliott Jacques, c'est 1955. Ils nous ont dit comment effectivement les institutions elles composent le fond où est déposée, hors perception de la conscience, donc où est dissimulée l'angoisse sociale, fondamentalement. De ce fait, elles ont une fonction métadéfensive.
Et bien sûr qu'on pourrait rajouter que ce dépôt, vous voyez, il est en même temps, il se joue sur le mode de l'annulation de l'acte même de déposer, et ça va même plus loin, c'est-à-dire qu'on tendrait même à effacer le souvenir de l'endroit où on a déposé ça. Alors, tout à l'heure, il était question à propos des sujets donc, qui sont du côté de l'acte violent, du déni, du clivage, et vous voyez que là aussi, l'institution, elle est bien de ce côté-là, c'est-à-dire elle est dans un en-deçà du refoulement, puisqu'elle touche à une temporalité non historicisée. Alors, le psychanalyste argentin dont je vous parle, Bléguer, il avait fait une équation, je vous la propose, vous allez voir, elle est extrêmement claire, extrêmement parlante. Il proposait une équation mère égale cadre égale groupe. Alors, il faut entendre mère au sens ménicotien, c'est-à-dire environnement maternel, l'environnement dans lequel arrive le nouveau-né, c'est égal au cadre et c'est égal au groupe. Et bien sûr, on va rajouter, je vais rajouter, et le groupe, là, c'est le groupe institutionnel. Effectivement, on peut faire une équivalence entre le cadre et l'institution. Vous voyez qu'à cet endroit-là, on peut dire que l'institution, elle fait office de corps psyché maternel. Mais entendez-le, en termes d'environnement dans lequel une psyché va pouvoir naître à elle-même. Un sujet va pouvoir émerger. Une psyché ne naît qu'effectivement dans un environnement. Et là, bien sûr, l'apport de Winnicott est tout à fait important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'institution, j'en rajoute une couche, elle sert de logis pour l'archaïque. Alors, dit de façon peut-être synthétique, on peut dire que tout lien intersubjectif se double d'un espace transsubjectif, c'est-à-dire d'un espace, vous voyez, qui est en deçà du lien, qui traverse le lien, et on peut dire que tout aspect instituant se double d'une mise au négatif. C'est le bruit. Voilà, ils ne veulent pas qu'on parle de négativité. De toute façon, dès qu'on parle de négativité socialement, actuellement, c'est assez mal vu, puisque, on va y revenir, c'est la question de la transparence. Je ne savais pas que vous aviez des trains qui passaient au-dessus des maisons. Je pense que ça a à voir avec Ça risque de durer. C'est skate, non? Il est 4h30, l'école vient de finir. Ah! C'est un skate, non? Vous pourriez peut-être intervenir, non? Peut-être que je sorte et dire quelque chose. Par exemple. C'est pas grave. Il nous reste un quart d'heure. La mère, le cadre. Enfin, quelqu'un s'occupe de ça. Moi, merci. Donc, vous voyez que nous sommes effectivement du côté de l'institution dans une dialogique, c'est-à-dire à la fois on tente de produire de la liaison et en même temps, effectivement, on est en permanence aux prises avec l'archaïque, c'est-à-dire cet endroit où on a affaire à l'intrication meurtrière de l'inceste et à la déliaison incestueuse du meurtre. Ça, c'est pour souligner, effectivement, vous voyez, le renversement constant du côté de l'archaïque et donc du côté du barbare qui sommeille en tout un chacun. Il paraît que, il y a une, comme ça, Freud a parlé d'Oedipe en disant que la tentation continue à exister. Vous voyez qu'elle n'est jamais parfaitement éradiquée du côté du meurtre et de l'inceste. Donc, j'ai essayé de replacer au centre cette question de l'angoisse dans toutes ses déclinaisons, la honte, la terreur, tout cet ensemble d'affects qui réfèrent à des éprouvés extrêmes. Donc vous voyez bien que ça a affaire à des configurations où le sujet se débat dans des espaces de confusion déshumanisantes. Tout à l'heure, Denis parlait du travail d'humanisation, et c'est bien effectivement de ça dont il s'agit. Donc les institutions, elles ont pour tâche, à minima, au niveau du social, de donner un site à l'étrange, c'est-à-dire de localiser, et en faisant ça, bien sûr, de contenir, il était question tout à l'heure de la fonction contenante, au mieux, effectivement, de transformer ce que la scène sociale désigne comme un trouble qui va menacer l'ordre symbolique. C'est-à-dire que l'ordre symbolique, vous voyez bien que c'est ce à quoi nous travaillons tout le temps. Quand Denis Chatin tout à l'heure parlait de mise en discours, vous voyez bien que c'est la production de l'ordre symbolique. Et nous faisons ça, tout groupe social, essaie de préserver un ordre symbolique, c'est-à-dire essaie de préserver une unité qui est en permanence, bien sûr, attaquée par l'archaïque, c'est-à-dire par tout ce qui est en défaut d'humanisation. Alors, juste peut-être un mot rapidement, parce que
je crois qu'on a affaire effectivement actuellement à une nouvelle forme d'enfermement. Et on voit bien qu'effectivement, la question de comment on va bricoler avec ça, elle se repose, et elle se repose en Suisse, puisque donc, vous venez d'hériter d'un nouveau chantier. Peut-être rappeler comme ça les trois grandes périodes d'enfermement. J'emprunte ça à un philosophe psychanalyste lyonnais qui s'appelle Alain Noël Henry. Henry, c'est son nom, Alain Noël, c'est son prénom. Et il reprend comme ça la question de, historiquement, on a d'abord commencé à essayer d'enfermer la négativité au dehors. Vous savez, c'était la nerf des fous. Rappelez-vous Bosch, quelques autres comme ça iconographies au Moyen-Âge, à la Renaissance. Et effectivement, ensuite, Foucault nous a dit, ensuite, ça a été le grand renfermement, c'est-à-dire qu'on a enfermé au-dedans. Et Alain Noël Henry propose l'idée, mais je pense qu'il rejoint un certain nombre d'autres penseurs là-dessus, qu'actuellement, nous sommes dans un enfermement par l'expert. C'est-à-dire par la nomination d'experts qui sont censés garantir, et je crois que c'est effectivement ça la question de la loi dont vous parlez à l'instant, qui sont censés garantir, vous voyez, que l'ordre social ne va pas se détricoter et qu'on va être préservé de la barbarie. Mais ce qui effectivement met l'expert dans une position tout à fait paradoxale, qui est effectivement de devoir tenir une position d'autorité et partant une position de vérité à l'endroit de l'autre. D'ailleurs, vous voyez bien que c'est une manière aussi là d'attaquer la subjectivité de façon nouvelle. C'est-à-dire, effectivement, je crois que le défi, c'est d'arriver à penser comment la subjectivité est en train d'être passée à la trappe du côté d'un nouveau totalitarisme, et il me semble qu'à cet endroit-là, la place de l'expert doit être interrogée, c'est-à-dire comment on s'en débrouille pour précisément ne pas basculer dans quelque chose qui serait une coopération à un ordre totalitaire, à l'endroit où effectivement nous sommes quand même censés humaniser le lien. Bon, donc on a affaire bien sûr à un certain nombre d'apories du côté de l'expertise, ça a été souligné, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Peut-être donc dire un mot et revenir sur la question du lien d'équipe. Donc je disais que les éprouvés, vous voyez, les éprouvés bruts auxquels une institution se prête, ils font retour sur la scène institutionnelle, ils sont transférés sur la scène, et donc ils nous mettent dans la confusion et dans la destructivité. Alors peut-être que vous avez suffisamment en tête les situations de votre quotidien, mais pour les rendre plus claires, j'avais envie de vous donner une toute petite vignette, de voir qu'est-ce qu'on rencontre quand on travaille dans ces institutions. Et par exemple, rapidement, donc, quelques situations qui ont été évoquées dans un groupe d'analyse de pratique, au moment où j'écrivais un petit texte. Ça permet de prendre la mesure de ce qui tend à être refoulé ou dénié, mais ça permet de prendre la mesure de, vous voyez, la confrontation à la charge d'affect qui est rencontrée dans ces situations, qui est tout à fait considérable. Donc, groupe d'analyse de pratique de psychologues, une des psychologues mentionnait à ce moment-là comment, dans son dernier groupe elle-même d'analyse de pratique, donc c'est l'analyse de pratique au carré, elle travaillait en AMO, donc sur mandat judiciaire avec des enfants, vous voyez, des familles. Il avait été question des traces d'un infanticide qui était survenu dans une famille alors que le service était en charge d'une mesure éducative. Vous voyez le cas de figure. Donc l'infanticide effondrera, c'est son terme, le chef de service. Et ce que dit l'équipe à ce moment-là, c'est que cet homme-là ne s'en est jamais remis, et du coup, vous voyez bien qu'il va incarner dans ce groupe une fonction mélancoliforme. Il va être celui qui porte la mélancolie. Et je pense qu'avec la mélancolie est aussi quelque chose qui nous guette tous actuellement. On pourra y revenir dans la discussion éventuellement. Mais dans la même séance, seront aussi évoqués le fait qu'un père s'est immolé, avec le doute qui subsiste de savoir s'il s'agit d'un suicide par le feu ou d'un accident. Dans la même séance, il va aussi être question du suicide d'une mère suite à une décompensation puerpérale. Voilà, je m'arrête là, mais c'est tout ça en une séance. Pour dire quoi? Pour dire quelle est la charge d'affect auquel on se soumet, auquel on se prête. C'est-à-dire, vous voyez, que ça permet d'entendre le travail psychique qui est requis à la fois pour les professionnels, mais à la fois, bien sûr, pour tous ceux qui vont avoir des fonctions, on va dire, d'aider ces professionnels à se resituer comme professionnels. Puisque, à cet endroit-là, ce qui arrive en premier lieu, c'est quoi? C'est la fascination de l'horreur, c'est la sidération.
Donc on est en permanence face à ce registre de la violence et aux attaques de la liaison. Bion nous a déjà là aussi alerté là-dessus, c'était dans les années 60, tout début des années fin des années 50. Et donc on a affaire bien sûr aux déliaisons des liens institutionnels. Les équipes ont développé des dispositifs, les équipes ont développé des modalités de soins d'accompagnement et elles ont appris à composer avec les expressions particulières de la déliaison du côté du mortifère. Donc elles se disent qu'elles savent faire avec les figures de l'horreur, mais vous voyez bien qu'on ne sait jamais y faire avec les figures de l'horreur, c'est-à-dire que c'est un travail qui est un travail constant. Mais c'est bien quand même ces manières de composer ou de travailler du côté de la transformation qui caractérisent une équipe et qui vont, là aussi, déterminer une culture donnée. 20 ans de Vires, c'est une culture singulière qu'on rencontre ici, c'est-à-dire c'est une expérience accumulée dont effectivement il va être important de témoigner du travail fait de manière à ce que d'autres puissent s'en inspirer et constituer, alors je crois que quelqu'un disait... la recherche de quelqu'un, c'est son plafond, oui, mais celui qui arrive après, il s'en sert comme plancher, enfin quelque chose comme ça. C'est pas inintéressant du côté de la transmission. En tout cas, 20 ans, c'est le temps de la transmission, hein, c'est le temps de la maturité. Voilà, donc souligner également que dans la période actuelle, toutes ces institutions sont prises avec la mutation du contexte socio-culturel, c'est-à-dire une transformation des métacadres, ça c'est l'hypothèse de René Caes, qui est combinée avec une crise généalogique. Alors, ça ne se pose pas chez vous, le fondateur est toujours là, même si effectivement c'est une cofondation. Il va y avoir une crise programmée, mais enfin ça vous y réfléchirez. Crise à terme, c'est classique, mais il faut peut-être commencer déjà à penser. Voilà. En tout cas, sous le couvert du modèle gestionnaire... Je crois qu'il recherche un contrat pour la crise... J'étais en train de dire quoi? Oui, qu'effectivement, on a affaire actuellement à, en tout cas on développe cette hypothèse avec quelques autres collègues, un primat du modèle gestionnaire. C'est-à-dire le modèle gestionnaire, vous voyez, c'est un modèle d'emprise, et là, effectivement, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à envier entre la France et la Suisse. À voir. Effectivement, on est face à de la déconstruction institutionnelle, et du coup, vous voyez que cette déconstruction de nos institutions, elle potentialise la violence auquel on se prête du côté des usagers. C'est-à-dire qu'on a actuellement une amplification, et c'est dans ce sens qu'il y a une période nouvelle qui s'ouvre, puisqu'on était jusqu'ici assez protégé, c'est-à-dire il y avait un certain contrat social entre les tutelles, un certain degré de confiance, hein, ce dont Denis Châtelain témoignait qu'il l'avait construit avec la justice et la police. Ça a existé un certain temps chez nous dans les institutions du soin et du travail social, mais c'est passé de mode. C'est passé de mode. Il y a, je pense à une DRH là, comme ça qui arrive, qui rassemble tous les psychos d'institutions et qui leur dit de but en blanc comme ça, la confiance c'est terminé. Et comme elle n'était pas sûre qu'il ne soit pas sourd, elle l'a répété 3 fois. La confiance est terminée. Voilà. Et vous voyez, ça attaque, le lien attaque du côté d'une mise au pas, d'une mise aux normes, sous le primat bien sûr de la gestion, c'est-à-dire sous le primat de l'économique. Donc ce sont des mutations qui désorganisent et qui détruisent les processus intermédiaires. Et les processus intermédiaires, c'est précisément ce à quoi nous travaillons. Nous travaillons à réinstaurer vous voyez, de la liaison. C'était encore là aussi redit tout à l'heure. Bon, j'aurais bien aimé dire un mot de la transparence. Je suis en train de regarder le temps. Je vais faire comme mon voisin. Je n'ai pas vu le quart, du tiers, de la moitié de ce que je voulais vous dire. Mais peu importe, enfin, l'idée, c'est quoi? C'est que vous commenciez effectivement vous-même à rêver par quoi vous êtes attaqué dans vos institutions, à la fois du côté de la tâche primaire, mais aussi du côté des transformations sociales. Alors peut-être quand même souligner la question de la transparence, parce que ça me paraît extrêmement important. On est... là aussi, hypothèse de René Caes, qui reprend notamment dans son bouquin qui s'appelle Le mal-être, il reprend l'idée que nous vivons une mutation, bon, il y a des tas d'analyses de ce côté-là, mais nous vivons une mutation, certains disent anthropologique, hein, certains disent qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle ère, au niveau géologique, qui serait l'anthropocène. En tout cas, un des ingrédients majeurs de la crise, c'est un effondrement des garants métapsychiques et métasociaux, c'est-à-dire, vous voyez, de toutes ces institutions qui elles-mêmes nous servaient de métagarants, hein, nous servaient de cadres.
On parlait de cadre du cadre, voilà. Mais peut-être que ce qui est important d'essayer de voir actuellement, c'est comment les discours unifiants qui nous ont servi de matrice de sens pendant des millénaires se sont transformés. Il n'y a plus de grands discours, donc ça c'est l'apport de Jean-François Lyotard, le philosophe Jean-François Lyotard, qui nous dit, voilà, effondrement des grands discours. Et actuellement, nous sommes effectivement orphelins d'un nouveau discours. Alors effectivement, celui qui se profile et auquel on est censé adhérer, c'est le divin marché, pour le dire dans les mots, là aussi, de notre philosophe qui s'appelle Danny Robert Dufour. Je veux bien lui faire de la pub si vous ne le connaissez pas. Il a une approche absolument magistrale de comment les différentes économies s'engrènent les unes les autres. Et vous voyez que l'effondrement des grands discours, ça veut dire que ce qui n'est plus noué, c'est le narcissisme qui n'est plus noué à l'altérité. C'est le bien privé qui n'est plus noué avec le bien collectif. Que ce qui est attaqué, c'est ça. Quand je parle de déliaison, c'est peut-être plus clair si je le dis comme ça, mais vous voyez, ce qui est attaqué, c'est le fait que le bien collectif est détruit au seul profit du bien privé. Donc ce qui est mis en cause, c'est le bien commun. C'est Nathalie Sassman qui disait comment les totalitarismes du XXe siècle étaient dans le mouvement de détruire tout bien privé au seul profit du bien collectif. Pensez effectivement au stalinisme ou au national-socialisme, et vous allez voir qu'effectivement, c'était une destruction du bien privé au seul avantage du bien collectif. Donc c'était une destruction du bien commun, avec ce déséquilibre-là. Actuellement, nous vivons une période où c'est radicalement inversé, c'est-à-dire qu'actuellement, c'est le primat du bien privé, et donc vous voyez que ce qui est dérégulé, c'est effectivement l'avidité prédatrice, c'est-à-dire quand je vous disais tout à l'heure que l'archaïque n'était pas loin avec les dinosaures, vous voyez qu'en parlant d'avidité prédatrice, on retrouve des figures qui sont des figures de la dévoration. Et bien sûr, tout ça avec une dérégulation qui ne noue plus le sujet du côté de l'altérité, c'est-à-dire qu'on a un effondrement de toutes les figures où s'incarne l'hétéronomie. Et effectivement, on pourrait voir comment les nouveaux symptômes, puisqu'on dit qu'il y a une émergence de nouveaux symptômes sur la scène sociale du côté des états limites, sont des enfants qui n'arrivent plus à se structurer du côté de l'altérité. Et donc, ils sont effectivement en train d'incarner au mieux la tentation qui nous est commune à tous, c'est-à-dire la tentation d'être à nous-mêmes notre propre fin, c'est-à-dire ce que certains ont pu appeler narcissisme de mort, et qu'un slogan a bien mis en évidence, qui dit « parce que je le vaux bien ». Et oui, ça c'était l'injonction du marché qui récupère, mais qui nous dit bien comment effectivement le déséquilibre est en train d'opérer de ce côté-là. Tout ça est aussi corrélé avec une idéologie de la transparence. C'est une hypothèse de Jean-Pierre Pinel, un collègue et ami, mais il me semble que c'est extrêmement intéressant puisque vous voyez que c'est précisément avec ça qu'on a à faire, et la loi dont parlait M. Gravier tout à l'heure dit bien ça, c'est-à-dire qu'il faudrait actuellement rendre tous les processus transparents. Et vous voyez que c'est ça la nouvelle forme du totalitarisme, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'espace d'intimité et que l'intime soit effectivement l'objet d'une obscénisation, c'est-à-dire une mise en scène. Et il suffit effectivement d'ouvrir sa télé le soir à une émission de télé-réalité pour s'en rendre compte. Alors, juste peut-être en 2 minutes, puisque je suis en train de contrôler le temps, dire quand même comme ça, rapidement, les quelques ingrédients qui me paraissent essentiels au travail du lien. Donc, comment on arrive à mettre en place un fonctionnement suffisamment équilibré. Là aussi, je reprends l'expression de Winnicott. C'est une expression géniale, quoi, de ni trop ni trop peu, c'est vraiment tout à fait génial. Donc, comment, effectivement, dans les groupes institués, on peut parvenir à un fonctionnement suffisamment équilibré. À une époque, j'avais étiqueté comme ça 3 niveaux, 3 processus. Bon, là, j'en avais mis quelques-uns de plus, mais le processus qui me paraît incontournable, c'est le processus d'autoréflexivité. Vous voyez que c'est ce qui détermine un sujet. Les grands psychanalystes qui ont travaillé sur la psychose nous l'ont dit en premier lieu. Nous sommes dans la nécessité constante de nous auto-représenter, et donc de construire effectivement un discours dans lequel nous allons nous représenter. Et vous voyez que pour une équipe, c'est la même chose, pour un réseau, c'est la même chose. Donc, quels sont les espaces d'autoréflexivité qu'une équipe va se donner? Question centrale. Bien entendu que ça va avec la nécessité de la conflictualité, c'est-à-dire la nécessité de pouvoir nous dire nos différences tout en préservant l'unité.
Et ça, effectivement, à cet endroit-là, l'expérience compte pas pour rien, et un ancrage dans l'histoire permet effectivement d'introduire aussi l'unité en tant que référé à une histoire, et référé au groupe en tant que le groupe va devenir une instance intériorisée par chacun. Et bien sûr, tout ça comme condition que chacun puisse se vivre comme suffisamment créatif, c'est-à-dire que nous puissions dans nos équipes partager le narcissisme, parce que c'est ça la créativité. La créativité, vous voyez, c'est l'endroit où chacun de nous, on s'éprouve comme narcissiquement nourri par le boulot qu'on fait. Pourtant, je ne pensais pas qu'il allait sonner. Voilà, donc c'était autour de la question de oui, comment dans les équipes on partage le narcissisme. Puisque vous voyez que la prédation et le narcissisme fait que nous sommes toujours en menace de penser l'autre comme celui qui va nous être le prédateur du narcissisme groupal. Et il me semble qu'effectivement, des ingrédients les plus attaquants dans les groupes, c'est effectivement la question de la flambée narcissique. Comment on va limiter ça? Donc vous voyez qu'on limite ça effectivement à partir du partage de la limite, c'est-à-dire du partage du fait qu'on est chacun en difficulté dans nos liens au quotidien avec les usagers, et je vais m'en tenir là.